Mésosaurus a été l'un des premiers reptiles connus à être retourné à l'eau après l'arrivée des premiers tétrapodes initialement terrestres. Une étude sur les proportions de la colonne vertébrale a suggéré que, alors que les jeunes Mésosaurus auraient pu être entièrement aquatiques, les animaux adultes passaient un certain temps sur la terre ferme. Parareptilia est une sous-classe de reptiles qui est diversement définie comme un groupe éteint d'anapsides primitives. La validité du terme dépend de la position phylogénétique des tortues, dont les relations avec les autres groupes reptiles sont encore incertaines. Bunostego marchait debout sur 4 membres, avec le corps tenu au-dessus du sol. Cette information suggère directement qu'il pourrait être le premier tétrapode avec une démarche complètement droite. Il est particulièrement remarquable pour les gros boutons osseux sur sa tête, plus gros que ceux observés chez d'autres espèces de paréasaures. De son vivant, ses cornes étaient probablement recouvertes de peau ou d'ossicônes similaires à celles des girafes modernes. Provlosaurus comble le fossé morphologique entre les paréasaures sud-africains avancés et les plus généralisés. Les faunes africaines et brésiliennes sont souvent très similaires. Scutosaurus était un reptile massivement construit, avec une armure osseuse et un certain nombre de pointes décorant son crâne. Malgré sa taille relativement petite, il était lourd et ses pattes courtes l'empêchaient de se déplacer rapidement pendant de longues périodes, ce qui le rendait vulnérable aux attaques de grands prédateurs. En tant qu'herbivore vivant dans un climat semi-aride, y compris les déserts, Scutosaurus aurait erré longuement afin de trouver du feuillage frais à manger. Il restait certainement près des berges ou les plaines inondables où la vie végétale était plus abondante, ne s'éloignant plus loin que pendant les périodes de sécheresse. Elginia n'est connu que par un seul crâne, triangulaire et armé d'un certain nombre de bosses ou d'épines appariées, la plus longue paire poussant à l'arrière du crâne. Ces pointes étaient probablement utilisées pour l'affichage plutôt que pour le combat physique. Porcolophon a réussi à survivre pendant l'événement d'extinction du Permien-Trias, mais s'est éteint au début du Trias. Il est considéré comme étant un petit herbivore. Son crâne est distinct en raison de ses pointes situées vers les joues tournées vers l'arrière, ainsi que des osselets dermiques pointus. Ilonomus est le premier reptile incontestable. Il avait de petites dents pointues et il mangeait probablement de petits invertébrés. Petrolacosaurus était le premier reptile connu avec 2 ouvertures temporales. Cela signifie qu'il se trouvait à la base des diapsides, le rayonnement de reptiles le plus important et le plus réussi qui inclura à terme tous les groupes de reptiles modernes, ainsi que les dinosaures et d'autres célèbres reptiles éteints. On pense que Petrolacosaurus est un reptile complètement terrestre qui vivait dans les forêts de conifères et de fougères. Bien que l'articulation palato-basale soit ouverte, elle était probablement immobile, comme le crâne du tuatara, contrairement à certaines affirmations antérieures faites sur la mobilité métacinétique des articulations basicrâniennes chez Zungina et d'autres reptiles diapsides précoces. Ovasaurus était bien adapté à une vie aquatique, la queue étant aplatie latéralement comme celle d'un serpent de mer. Certaines pierres ont été trouvées dans l'abdomen de son fossile, indiquant que les créatures les ont avalées comme lest, les empêchant de flotter à la surface lors de la chasse de ses proies, notamment les poissons. Claudiosaurus est présumé avoir été partiellement adapté au milieu océanique, vivant sa vie d'une manière similaire à l'iguane marin moderne. Une étude récente indique cependant que les proportions de sa queue et de ses pattes dans la colonne vertébrale sont plus proches de celles des reptiles terrestres, bien qu'il soit noté que les iguanes marins ne diffèrent de la même manière que très subtilement de leurs homologues terrestres. Coelurosaurus possédait de longues ossifications en forme de tiges le long du bord du corps. Ces tiges osseuses n'étaient pas des extensions des côtes, mais plutôt des os nouvellement développés dérivés de la peau de l'animal, une caractéristique unique au genre et à ses proches parents. On pense qu'au cours de la vie, ces structures étaient recouvertes de peau,
formant des surfaces en forme d'ailes qu'il pouvait utiliser pour planer. Contrairement à son parent Cuneosaurus plus ailé, des études aérodynamiques ont montré qu'il ne s'agissait probablement pas d'un planeur, mais qu'il utilisait plutôt ses côtes allongées pour se parachuter des arbres. Ces reptiles, comme l'Icarosaurus, sont étroitement liés aux lézards actuels et aux tuatara. Ce genre était capable de planer sur de courtes distances en utilisant des ailes. Hyphalosaurus était parmi les choristoriens les plus adaptés sur le plan aquatique, avec des écailles plus lisses et plus plates que ses parents, une queue haute et aplatie pour nager, un long cou et des pieds palmés. Parce que le torse était assez rigide et que les membres n'étaient pas particulièrement adaptés à la vie aquatique, il nageait probablement en utilisant principalement sa grande queue aplatie. Chansosaurus ressemblait vaguement à des gavials et, comme eux, il était principalement aquatique, attrapant des poissons avec ses longues mâchoires bordées de dents. Seules les femelles pouvaient débarquer pour pondre des œufs, tandis que les mâles vivaient principalement dans l'eau. La membrane alaire de Charopteryx, qui s'étendait entre ses très longues pattes postérieures et sa queue, lui aurait permis de planer comme le fait un avion à aile delta. Si les minuscules membres avant supportaient également une membrane, ils auraient pu agir comme un moyen très efficace de contrôler la stabilité de la hauteur. On suppose que Drepanosaurus était un insectivore, utilisant ses grandes griffes sur les deuxièmes doigts pour soulever l'écorce et creuser dans les crevasses et les rainures des arbres pour trouver des insectes. Il passait son temps dans les arbres en utilisant ses mains et ses pieds de caméléon pour grimper de branche en branche ainsi que sa longue queue pour s'enrouler autour des branches. Megalanchosaurus est plus petit, et également construit comme un caméléon. Sa tête ressemble superficiellement à celle d'un oiseau et ses épaules formaient un garrot qui aurait servi de point d'attache pour des muscles particulièrement forts. Les yeux sur le crâne qui pointent vers le haut suggèrent que Dinocephalosaurus s'approchait de sa proie par le bas avant de l'attraper. Bien que superficiellement similaire à Thanistropheux, il semble être plus adapté à la chasse aquatique. Thanistropheux n'avait pas la musculature pour élever son cou au-dessus du sol, et il était probablement complètement aquatique, nageant en ondulant son corps et sa queue d'un côté à l'autre comme un serpent ou un crocodile. C'était un prédateur des eaux peu profondes qui utilisait son long cou pour s'approcher furtivement des bancs de poissons ou de calmars sans déranger sa proie en raison de sa grande taille. Trilophosaurus ressemblerait à un gros iguane vert, c'était un reptile arboricole se nourrissant de végétation. Lorsqu'il était au sol, il devait garder un œil sur les prédateurs, ses longs orteils et ses griffes auraient fourni une bonne adhérence au sol pour distancer les plus gros prédateurs. Le Shringasaurus indien était un animal quadrupède d'aspect massif, c'était aussi un herbivore. Sa caractéristique la plus frappante est la présence d'une paire de cornes, similaire à celle des cératopsiens. La présence de cornes est sexuellement dimorphique, ces structures ont probablement été sélectionnées sexuellement et utilisées comme armes dans des combats intraspécifiques. On pense que l'Hyperodapton était herbivore, se nourrissant principalement de fougères à graines, et s'est éteint lorsque ces plantes se sont éteintes à la fin du Trias. Il avait de grands yeux avec des plaques sclérotiques qui lui permettaient un bon sens de la vision. Archosaurus est l'un des premiers archosaures connus. Les représentants vivants de ce groupe se composent des oiseaux et des crocodiles, et comprend également tous les dinosaures et ptérosaures éteints. Archosaurus lui-même était un prédateur en embuscade, attendant que sa proie entre dans l'eau. Erythrosuchus était le plus grand prédateur de son temps. Il marchait à quatre pattes et avait des membres positionnés semi-verticalement sous son corps, contrairement à la démarche plus tentaculaire de la plupart des reptiles plus basaux.
Bien qu'il ne soit pas considéré comme un archosaure, on pense qu'il est étroitement lié au dernier ancêtre commun de tous les archosaures. Comme les autres érythrosuchidés, Chansizuchu était un carnivore de grande taille avec un crâne large et profond. Il est unique parmi les premiers archosauriformes en ce qu'il a un trou dans son crâne appelé fenêtre sous-nariale. Euparkeria avait des membres postérieurs légèrement plus longs que ses membres antérieurs, ce qui a été considéré comme la preuve qu'il aurait pu se dresser sur ses pattes postérieures en tant que bipède facultatif. Bien qu'il soit proche de l'ascendance des archosaures entièrement bipèdes tels que les premiers dinosaures, il a probablement développé la bipédie indépendamment. Euparkeria n'était pas aussi bien adapté à la locomotion bipède que les dinosaures et ses mouvements spontanés étaient probablement plus analogues à une marche haute crocodilienne. Les longues côtes de Mecistotrachlo étaient certainement recouvertes d'une forme de peau qui facilitait l'aptitude au vol plané. Contrairement aux Cuneosauridés, qui avaient des ailes courbées vers le bas, ces côtes étaient pour la plupart droites et n'étaient pas naturellement cambrées pour créer un profil aérodynamique. L'holotype Longiscama se distingue par un certain nombre de longues structures qui semblent se développer à partir de sa peau. L'opinion actuelle est qu'il est un diapside ambigu et n'a aucune incidence sur l'origine des oiseaux. Rusiodon ressemblait fortement à un crocodile, mais ses narines étaient positionnées loin en arrière sur la tête, près des yeux, plutôt qu'au bout du museau. Il avait des dents de devant élargies et une mâchoire relativement étroite, ressemblant quelque peu à celle d'un gavial moderne. Cela suggère que ce carnivore attrapait probablement des poissons et qu'il attrapait peut-être aussi des animaux terrestres qui s'aventuraient au bord de l'eau. L'Otosauru était un herbivore, cisaillant les feuilles avec ses mâchoires édentées et à bec. Comme certains autres membres des Poposauroidea, il avait une voile sur le dos, lui conférant une apparence superficiellement similaire à celle des pélycosaures du Permien. Le but de cette croissance sur le dos de l'Otosauru et Arizonasaurus a actuellement une fonction inconnue, mais d'autres animaux préhistoriques avaient ces croissances et les théories associées à ces animaux peuvent être appliquées à Arizonasaurus, comme l'affichage et la thermorégulation. Bien qu'Ephigia ressemble à un dinosaure ornithominidé, on pense qu'il ne s'agit que d'un cas d'évolution convergente. Postosuchu était l'un des plus grands reptiles carnivores du Trias supérieur, il vivait dans un environnement tropical. L'extrême brièveté des membres antérieurs par rapport aux membres postérieurs, les très petites mains et les mesures des vertèbres suggèrent que Postosuchu peut avoir été engagé dans la locomotion bipède. C'était un chasseur qui se nourrissait probablement de dicynodontes et de nombreuses autres créatures plus petites que lui.